Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de récupérer après une blessure, des odeurs qui peuvent rendre mince, des hommes et des femmes qui ne sont pas guidés pareil lors du surpoids, alors guidés au niveau physiologique et psychologique. On aura une petite réflexion aussi en point numéro 4 sur la nature du travail et on parlera un peu des glucides en toute fin d'épisode. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un petit week-end prolongé. Alors pour moi, c'est pas le cas du coup, puisque si vous entendez ce podcast, c'est que j'ai travaillé hier, donc j'ai pas pris de repos. Mais bon, ça va. Je vais certainement me prendre la journée un peu plus cool que un lundi habituel. Allez, on perd pas trop de temps. Ah si, juste petit point à faire. Non, c'est bon, pas besoin. Je rentre direct dans le vif du sujet. Donc on a un article de la nutrition.fr qui est écrit par qui il est écrit celui-là? Par Marie-Céline Ray, qui nous parle d'aider un sportif à récupérer après une blessure. Donc aider, on va dire, au niveau alors nutrition, etc. Donc les blessures sportives, là je cite, les blessures sportives sont fréquentes, en particulier pendant les compétitions et affectent principalement les tissus musculo-squelettiques. Alors nous en muscu, c'est tendineux, articulaire également, même si eux aussi. Des chercheurs internationaux ont examiné les stratégies nutritionnelles pour la récupération des blessures musculo-squelettiques chez les athlètes d'élite. La stratégie nutritionnelle bénéfique comprenne un apport énergétique équilibré et une alimentation riche en protéines et en glucides. Alors déjà, ces deux points-là, même trois, je sais que beaucoup de personnes cherchent à faire des miracles avec la nature. C'est-à-dire que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent « Mais tant qu'on a notre taux de protéines satisfaisant, est-ce qu'on est obligé de consommer le reste ?» Et en fait, ils ont une espèce de croyance où à partir du moment où on a les protéines, on peut prendre de la masse musculaire même si on est en hypocalorie, ce qui n'arrivera pas. Ce qui n'arrivera pas. Il y a un besoin énergétique et il y a un besoin protéique. Même si les protéines apportent de l'énergie, l'un ne se passe pas de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir que un apport calorique élevé, c'est-à-dire avoir trop de graisse par exemple, et prendre de la masse musculaire si on n'a pas le taux de protéines suffisant dans sa diète, et pareil dans l'autre sens en fait. On peut pas prendre du poids si on n'a rien, comme on n'a pas beaucoup de calories. Et pas beaucoup de calories veut dire pas beaucoup de calories par rapport à son métabolisme. Pas par rapport à je sais pas trop quoi. C'est par rapport à soi, par rapport à son métabolisme, qu'il soit ralenti, accéléré, peu importe. Par rapport à son métabolisme, si on a moins de calories que ce qui brûle, on prendra pas de masse musculaire facilement, quoi. Enfin, même pas du tout. C'est même pas facilement, c'est pas du tout. Bon, bref. Les stratégies nutritionnelles bénéfiques comprennent donc un aliment riche en protéines et en glucides, y compris un apport énergétique équilibré. Donc équilibré veut dire en équilibre entrée-sortie, quoi. Les apports énergétiques doivent rester conséquents après la blessure, même si l'activité physique diminue pendant la période d'immobilisation. Donc là, on commence à rentrer un petit peu dans le borderline au niveau psychologique pour tous ceux qui ont subi le surpoids dans le passé et tout. Cas de figure concret, vous avez été en surpoids pendant des années, vous vous mettez à la muscu, au fitness, peu importe, avec une diète équilibrée et tout ça, vous arrivez à perdre du poids, vous maintenez un tour de taille satisfaisant, un physique qui vous plaît et qui vous met en santé, que vous vous acceptez comme ça, vous êtes bien, boum, vous vous blessez, donc vous enlevez un levier du mécanisme, c'est-à-dire que vous n'avez plus le sport, vous n'avez plus que la diète, et par peur de reprendre beaucoup de graisse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez automatiquement réduire les calories, réduire les glucides, réduire les graisses. Donc, potentiellement, vous allez aussi, ralentir la guérison, voire l'empêcher. Et c'est vrai que c'est un peu, on va dire, ce serait contre nature de se dire, enfin,
réfléchissez, c'est du bon sens de se dire pendant une récupération de blessure, on mange correctement, on mange suffisamment pour justement bien récupérer. Mais dans le monde des abdos visibles, on veut pas manger de manière satisfaisante parce qu'on a peur de les perdre. Sauf que la priorité pour retrouver ses abdos, c'est de pouvoir se réentraîner. Donc mieux vaut récupérer au plus vite. Après, manger suffisamment ne veut pas dire manger des fast-food, des pizzas, des gâteaux, des machins. Vous pouvez manger suffisamment de calories en mangeant de la viande, du poisson, des œufs, des graisses saines, des avocats, des oléagineux, des légumineuses, du riz complet, enfin voilà, du quinoa, des choses comme ça, de l'avoine. Vous pouvez aussi manger plus que vos et plein de fruits aussi. Vous pouvez manger plus que vos besoins avec une alimentation saine. Il y a un petit raccourci dans la tête qui veut dire alimentation hypercalorique égale alimentation transformée, etc. Les gens, c'est soit ils font attention à ce qu'ils mangent, donc ils sont au régime, soit ils font pas attention, donc ils sont pas au régime. Mais des gens qui mangent à leur faim des aliments sains, c'est assez rare en fait. Hein. Même alors quelques personnes qui commencent à maîtriser un peu en prise de masse, mais encore, je vois beaucoup d'erreurs encore dans le choix des aliments. Après, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, mais pour moi, une collation à base de pain de mie complet et de jambon de poulet, c'est pas une collation saine. Voilà, c'est juste, c'est moi, hein, mais pour moi, c'est voilà. Bref, le blanc de poulet, vous savez, en tranche comme du jambon là. Hein, voilà. Bon, bref. Allez, on continue. Chaque jour d'immobilisation, et là, je vais énerver beaucoup de monde. Chaque jour d'immobilisation entraîne une perte de masse musculaire de 0,5 à 0,6% et peut également affecter la densité minérale osseuse et le système cardiovasculaire et cardio-respiratoire. Un régime hyperprotéiné entre 1,6 et 3 grammes par kilo de poids de corps et par jour avec 20 à 30 grammes de protéines riches en leucine par repas est recommandé pour la récupération. Donc on voit le rôle, ça fait plusieurs fois que le mot protéine revient, on voit bien que les protéines, alors riches en leucine, pourquoi ? Parce que BCA, il y a quoi dedans ? La leucine en gros, et c'est un des acides aminés les plus anabolisants. Donc du coup, dans les connaissances qu'on a aujourd'hui, je tiens à préciser parce que s'il y en a qui écoutent le podcast, ça se trouve dans quelques années ils diront non, maintenant on sait que c'est machin. Bon bref, 1,6 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Alors le 1,6, ça parlera aux gens. Le 3 grammes, là les gens ont peur. Hein. 3 grammes, attention les reins. Bon, là on parle de récupération d'une blessure, on parle pas de manger comme ça toute la vie. Et si vous voulez récupérer d'une blessure, on peut avoir un deuxième biais par rapport au premier de tout à l'heure, ça pourrait être de se dire, vu que je m'entraîne pas, j'ai pas besoin de réparer mes muscles, donc je baisse mes protéines. Alors ça, c'est valable, encore une fois, par exemple, si vous partez en vacances. Pourquoi ? Parce que si vous partez en vacances et que vous vous entraînez pas du tout, alors vous maintenez un apport en protéines à chaque repas normal, quoi. De toute façon, tout le monde dit de manger équilibré, mais en fait, quand on regarde les repas, ils sont pas équilibrés, les repas des Français. Mais bon, bref. Si vous avez un peu de protéines régulièrement pendant vos vacances, ça va à vos repas. Mais quand vous êtes blessé, c'est pas la même chose. Vous avez un besoin qui n'est pas le même que quand vous allez bien et que vous faites juste de la récupération sans sport. Allez, on continue. Une distribution uniforme des protéines sur 24 heures est plus favorable que des quantités inégales. Alors ça, vous savez pourquoi ? Parce que la synthèse protéique ne se fait pas en un seul repas. Donc là, ceux qui font la diète, comment on appelle j'allais dire IFIM, mais c'est pas IFIM, c'est OMAD. Vous allez moins bien récupérer que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il faut un apport protéique, une distribution uniforme. Parce que notre petit système digestif, il a beau être hyper performant, il n'est pas capable, on peut pas lui dire règle-moi ce problème en une fois et on n'y revient pas pendant 24 heures. Il a besoin, en fait, il capte un petit peu. Il y a beaucoup de pertes dans ce qu'on mange, et donc du coup, si on se limite qu'à un seul repas, on s'expose à pas mal de pertes, j'imagine. Même si on aimerait. Les mathématiciens vous diront qu'il y a tant de calories qui sont rentrées, donc on va métaboliser tout ça. Ça va dépendre de la quantité de fibres, ça va dépendre de plein de choses, de savoir qu'est-ce que vous allez tirer de ce que vous êtes en train de manger. Les compléments alimentaires prometteurs pour la récupération après une blessure sont alors le collagène, bon, rien de nouveau, la créatine. Là, par contre, c'est pareil, la créatine,
souvent les gens vont l'utiliser durant la phase de prise de masse musculaire et vont éviter de la prendre durant la récupération. Donc bon, je répète, le collagène, la créatine, les oméga 3, donc rien de nouveau, anti-inflammatoire, et la vitamine D. La glucosamine et la chondroïtine sont également recommandées pour la récupération après une blessure au genou, car elles soutiennent la structure et la fonction des tissus conjonctifs et cartilagineux. Voilà. Donc je trouve que l'article était plutôt complet, et donc voilà, vous avez le lien dans les notes de l'épisode pour aller zioter tout ça de plus près. Et on passe au sujet suivant. Alors, est-ce que vous imaginez une seconde que la présence d'odeurs féminines autour de vous, messieurs, vous permettrait d'être plus fit? Ben, visiblement, ça serait le cas. Donc, alors, je vais vous citer un petit peu. Les phéromones féminines causent la perte de poids et prolongent la durée de vie des souris. Des chercheurs de l'université d'Otago ont découvert que l'exposition aux odeurs et phéromones féminines entraîne une perte de poids et prolonge la durée de vie des souris, ce qui pourra avoir des implications pour les humains. Alors, il a été déjà connu que les signaux sensoriels influencent la libération d'hormones sexuelles chez les humains et les animaux, mais cette étude montre que ces signaux pourraient également avoir des effets plus étendus sur le métabolisme et le vieillissement. Les études montrent que les odeurs féminines ralentissent le développement sexuel des souris femelles, mais prolongent en conséquence leur durée de vie. Les odeurs féminines peuvent également augmenter la dépense énergétique des souris mâles, influençant ainsi leur poids et leur taux de graisse corporelle. Donc ce qui est intéressant, c'est que, de toute façon, alors du coup, si vous avez premier petit conseil, moi j'aime bien faire des grands ponts comme ça entre ce que je lis et le mode de vie. Messieurs en surpoids qui m'écoutent, si vous êtes en surpoids et que vous vous entraînez chez vous, c'est peut-être pas une bonne idée. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas une bonne idée. Préférez aller en salle de sport mixte. Vous allez gagner en vous exposant aux odeurs à peut-être plus de gains plutôt de pertes dans votre souhait de killer du fat, donc de brûler du gras, quoi. Les souris nouvellement nées ont été exposées aux odeurs de femelles adultes jusqu'à l'âge de 60 jours. Les femelles exposées aux odeurs ont atteint la maturité sexuelle plus tard et ont vécu en moyenne 8% plus longtemps que celles non exposées. Donc on voit que en fait c'est quoi? C'est quand on dit la maturité sexuelle, c'est le moment où on est en âge de procréer chez les mammifères. Plus cette phase-là est retardée, plus la durée de vie est longue. Ce qui peut s'expliquer, parce qu'en fait quand quand la sexualité n'est plus là, quand la capacité à se reproduire n'est plus là, on se demande un peu ce qu'on fout sur cette planète. En tant que mammifère, je parle. Je parle pas en tant que les valeurs, les machins, tout ça. L'humain et son cortex développé, après la ménopause ou après l'andropause, on a encore le droit de vivre une belle vie, etc., etc. Mais au niveau animal, on va dire, parce qu'on fait partie de la nature, faut pas l'oublier, on a tendance à se sentir un peu supérieur, mais on fait partie de la nature. Ça se comprend, cette logique. Puisque plus tôt vous êtes prêt à vous reproduire, plus tôt vous êtes bon à jeter. Plus tard, voilà, vous avez compris. Il n'y a pas eu d'effet des odeurs masculines sur la durée de vie des souris femelles. Donc nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Ni de changement dans la durée de vie des souris. Enfin, on n'est pas des souris, mais bon, j'imagine qu'on va extrapoler ça à l'homme à un moment donné. Ni de changement dans la durée de vie des souris mâles en réponse aux odeurs de l'un ou de l'autre sexe. C'est la première observation que la durée de vie peut être augmentée chez un mammifère par des signaux olfactifs ou des facteurs sécrétés présents dans la literie souillée et l'urine. C'est charmant. Alors l'étude suggère que les signaux sensoriels de notre environnement social peuvent provoquer des changements dans notre physiologie et notre développement avec des effets à long terme sur notre vieillissement. Bien que les souris mâles ne bénéficient pas directement de la longévité grâce aux odeurs féminines pendant le développement, leur poids et leur métabolisme sont considérablement affectés lorsqu'ils sont exposés à l'âge adulte. Donc, les
les filles, femmes, souris, entre elles, profitent de cette longévité, les hommes non. Par contre, à l'âge adulte, les hommes profitent d'un meilleur métabolisme, moins de gras, etc., s'ils sont exposés aux odeurs féminines à l'âge adulte. Donc, messieurs célibataires en surpoids, ne vous terrez pas dans votre cave, sortez de chez vous. L'exposition des souris mâles aux odeurs féminines augmente leurs dépenses énergétiques pendant plusieurs heures après l'exposition, ce qui est suffisant pour induire une perte de poids et les protéger contre l'obésité lorsqu'ils sont nourris avec un régime riche en énergie. Donc en plus, chez l'homme, je pense qu'il y avait des études, enfin j'en lis tellement que j'arriverai pas à vous dire si ce sont des hypothèses ou des études aujourd'hui, mais globalement, il y avait des choses qui se disaient pendant une période, et je pense que c'est vérifiable, hein. C'est qu'un homme au milieu de plein de femmes a un meilleur taux de testostérone qu'un homme isolé sur une île déserte. Alors, il faut pas qu'il soit dans une situation de danger, mais d'un homme complètement dans une situation tranquille. Prenez par exemple un homme juste après l'accouchement de sa femme, hein, pas lui, parce que je crois qu'on peut pas encore accoucher quand on est un homme, ça va venir, mais pas encore. Il a un taux de testostérone plus bas après la naissance de son enfant que juste avant. Donc, comparer cet homme-là à un homme en rut, on va dire, au milieu de plein de jeunes femmes, son taux de testostérone ne sera pas le même. Et ben voilà, c'est juste, sont des choses qui, la physiologie à un moment donné, elle parle. Et c'est pas, des fois c'est pas moral, c'est tout ce qu'on veut, mais encore une fois, c'est la nature. La nature est pas forcément morale, hein. Donc les chercheurs souhaitent maintenant comprendre comment les informations reçues par le système olfactif peuvent induire des effets étendus et si l'exposition des souris mâles aux odeurs féminines à l'âge adulte peut également influencer leur durée de vie. Donc voilà. Donc merci mesdames de nous permettre de garder la ligne. Alors, sujet suivant, on en était attendez, je retourne sur ma page. Ah oui, les hommes et les femmes ne sont pas guidés pareil lors du surpoids. Alors guidés, c'est pas guidé par des coachs ou quoi, mais on va voir. Alors, les chercheurs de UCLA concernant les signaux cérébraux spécifiques au sexe et à l'obésité. Donc l'étude publiée dans la revue Brain Communication a combiné des données de plusieurs modes d'IRM avec les caractéristiques cliniques et les antécédents personnels des patients pour identifier les mécanismes spécifiques au sexe dans le cerveau sous-jacent à l'obésité. Les chercheurs ont découvert des différences dans plusieurs réseaux cérébraux associés aux difficultés de la petite enfance, à la qualité de la santé mentale et à la manière dont la stimulation sensorielle est vécue. Les signatures cérébrales obtenues grâce à l'imagerie IRM multimodale pourraient aider à adapter les interventions contre l'obésité en fonction du sexe de l'individu, selon Arpana Gupta, chercheuse en neurosciences, obésité et microbiome à le UCLA et auteur de l'étude. Donc l'étude est considérée comme la première à utiliser une approche basée sur les données pour prédire le statut d'obésité spécifique au sexe en fonction des signatures cérébrales multimodales. Donc voilà. Donc l'étude précédente de l'UCLA avait montré que le comportement alimentaire des hommes était davantage influencé par une plus grande conscience des sensations intestinales et des réponses viscérales, tandis que l'émotion et la compulsion alimentaire jouent un rôle majeur dans l'obésité chez les femmes. Donc je répète, chez l'homme, le comportement alimentaire est plus souvent influencé par la conscience des sensations intestinales et des réponses viscérales, tandis que l'émotion et la compulsion alimentaire jouent un rôle majeur dans l'obésité chez la femme. La nouvelle étude soutient et corrobore de nombreuses conclusions d'études antérieures et fournit des preuves IRM des différences de structure, de fonction et de connectivité cérébrale pouvant aider à mieux comprendre les comportements liés à l'obésité. Donc les femmes ayant un indice de masse corporelle, donc un IMC élevé, pourraient être plus sensibles et attirées par les aliments ultra transformés, avec un risque accru de développer des envies et une dépendance alimentaire. Donc les femmes qui ont en fait, c'est un cercle vicieux. Si vous avez trop mangé à une période, vous avez été en surpoids, parce que en fait le surpoids,
La partie génétique, c'est qu'une infime partie de la cause. C'est-à-dire que ça fait partie. Il faut pas dire que les gènes ne font pas partie des problématiques, mais c'est qu'une petite partie. Donc, c'est un cercle vicieux parce que c'est toujours un problème de comparaison. C'est-à-dire que oui, mais cette personne, j'ai pas trop mangé, j'ai mangé comme mon voisin, et moi j'ai pris du poids et pas lui. Non, t'as trop mangé par rapport à tes besoins, par rapport à ton métabolisme. Ton voisin, on s'en fout. On trouvera toujours un voisin qui arrive à manger 4000 calories par jour et avoir des abdos. Et un qui en mange 1800 et qui a un petit peu de gras sur le ventre. Donc, on peut pas comparer à son voisin, il faut se comparer à soi-même. Donc, s'il y a surpoids, c'est parce qu'il y a eu trop mangé par rapport au métabolisme, par rapport à la capacité de l'individu à métaboliser ça. Après, il faut se rassurer, le surpoids, c'est une capacité donnée par nos ancêtres pour survivre lors de l'absence de nourriture. Donc plus on a un IMC élevé, même si l'IMC aujourd'hui, bon, dans le monde surtout de la muscu, du sport et tout, c'est un peu biaisé, mais bon bref, on prend aussi le tour de taille maintenant parce que quand même, pour être plus sensible et attiré par les aliments ultra transformés. Donc plus votre IMC est élevé, plus vous allez être tenté de manger pizza, tacos, fast-food, etc. Gâteaux. Alors là, il parle de femmes, donc ça va plutôt être les produits sucrés majoritairement, avec un risque accru de développer des envies et une dépendance alimentaire. Donc les petites compulsions, les petites... donc ça, et je pense que d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. S'il y a bien un truc qui a, je pense, bien plus de chances de causer du surpoids que l'arrivée des fast-food en France, ou même dans le monde, c'est la livraison. Pourquoi? Alors c'est une hypothèse de ma part, hein. Parce que la livraison vous permet de manger à n'importe quelle heure sans sensation de honte vis-à-vis des autres, des plats très riches, ultra transformés, voire quasiment à tous les repas, à tous les jours, etc. Puisque le livreur, à la limite, vous exposez qu'à un livreur qui n'est pas le même à chaque fois, donc bon. Alors que d'aller toujours manger au fast-food quotidiennement dans le même endroit et tout, vous vous exposez, vous montrez au monde. Là, vous êtes caché chez vous, vous évitez. Alors, je dis vous, pas vous, parce que je pense que vous êtes quand même. Mais vous comprenez. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quand une personne est, vous savez, le surpoids peut se solutionner. Mécaniquement, le surpoids, si quelqu'un dit oh, oui, voilà, on enlève le côté émotionnel et tout du truc. Comment faire maigrir les personnes? Bah, on lui fait manger des choses qui la mettent en forme. Ok, comment on la fait manger des choses qui mettent en forme? Eh bien, on lui fait des courses avec les bons aliments. Donc, on pourrait faire un raccourci et se dire faire ses courses correctement, on corrige le problème. Moi, je soutiens cette hypothèse à 90%. Si vous faites rentrer chez vous que des aliments sains, c'est pas la même chose, même si vous avez une compulsion alimentaire à un moment donné dans la journée ou dans la soirée. C'est pas la même chose de jeter sur une pomme et de se jeter sur un pot de pâte à tartiner. Donc, la nature des aliments qui seront présents chez vous va participer aussi à vos résultats. Mais ça tenait qu'à partir du moment où, bah oui, quand il est, je sais pas, à 22h, vous pouvez pas sortir faire vos courses, acheter machin. Donc, si vous faites faire vos courses ou vous faites vous-même vos courses d'une bonne façon, et si vous voulez bien faire vos courses et ne pas craquer sur les mauvais aliments, faites vos courses juste après un repas pour pas avoir faim. Et commencez par du drive d'ailleurs. Le drive vous tentera moins. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Donc, première chose. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? Oui, maintenant qu'il y a de la livraison, en fait, on peut cacher du grand public parce que la honte est un gros... c'est puissant, la honte, sur le choix alimentaire. Vous verrez très souvent des personnes obèses prendre une salade au restaurant. Ils font bien ce qu'ils veulent. Mais si vous étudiez un peu le problème, ils vous diront, non mais en public, j'ose pas. Ils le disent dans tous les reportages, vous le verrez. En public, j'ose pas, donc je mange ça. Par contre, à la maison, il y avait même un reportage qui m'avait mis la larme à l'œil à l'époque, où elle disait que la personne avait épuisé quasiment son salaire en quelques jours en se faisant livrer avec Uber Eats, Deliveroo et tout, des plats hyper caloriques, quoi. Donc, caché du grand public, on se goinfre, et aux yeux du monde,
on mange salade. Ce qui crée en fait un problème dans la tête des gens, c'est regarde la pauvre ou le pauvre. Pourtant, il fait attention, mais il est en surpoids. Non, il fait attention, mais quand il est chez lui, ils le savent. Hein, les plus honnêtes le savent qu'il y a ce problème-là derrière, quoi. Ce qui est et ils savent aussi que leur santé est mise en jeu. Hein, faut arrêter les voilà. Bon, les auteurs soulignent que l'étude a identifié des associations et non des relations de cause à effet. Les études futures seront nécessaires pour déterminer si les changements dans le cerveau sont un facteur du développement de l'obésité ou une conséquence de cette condition. Donc les femmes ayant un indice de masse corporelle, voilà, vont être plus tentées par les ultra transformés. Les femmes ayant un IMC élevé également, les plans de traitement pourraient se concentrer sur les techniques de régulation émotionnelle et les facteurs de vulnérabilité. Donc c'est comment dire, il y a énormément de. Alors, je sais qu'on est dans une grande période anti-stigmatisation, toutes ces choses-là, ce qui est d'une bonne chose dans la vie du quotidien, dans les valeurs, dans la morale et tout. Bien sûr que c'est une bonne chose d'égaliser tout le monde. Par contre, ça ne donne toujours pas de piste de traitement. C'est pas ça qui va traiter les problèmes d'obésité, de surpoids, etc. Et de plus en plus, on se rend compte que les émotions, les comportements, puisque c'est un comportement hein, de s'asseoir et de manger des mauvais aliments, c'est une forme de comportement, pour se comporter autrement. Mais les émotions, de chercher à tout calmer, ou à tout réguler, ou à tout à répondre à toute émotion par la nourriture, par les calories, parce que on pourrait répondre par exemple par un thé ou un café qui a une valeur calorique quasi nulle. On pourrait le faire. Moi par exemple, il y a des moments où je me sens un peu à plat, tendu, etc. Tendu, ou vous savez quand le cerveau commence un peu à boucler sur une tâche en cours, ou vous sentez que vous avez besoin de faire une pause et de remettre à plat au niveau émotionnel pour reprendre le travail ou quoi, bah moi je vais me faire un café ou une tisane. Et je nourris une émotion quand je fais ça. Comment ça ? Je nourris pas une émotion, je réponds à une émotion qui était une forme d'émotion inconfortable. Pourtant, je l'ai pas fait avec de la nourriture calorique. Donc l'action que j'ai eue, elle est plutôt même perte de poids que prise de poids. Donc c'est ce que je reproche un peu à tous les nutritionnistes connus des plateaux de télé et tout, c'est de toujours tout ramener à la nutrition. C'est-à-dire que les émotions, on les tamponne avec de la bouffe. Oui, enfin, il y a aussi d'autres choses. Il y a boire un verre d'eau, il y a boire un thé, il y a boire une tisane, il y a boire un café. Pour ceux qui ont des compulsions sucrées, en tout début d'approche, ben vous pouvez essayer par exemple d'une fois sur deux de prendre ou un fruit au lieu d'un soda ou des gâteaux, et puis une fois sur deux de prendre par exemple un chewing-gum sans sucre. Alors je sais, vous allez me dire édulcorant, mauvais pour la santé. Oui, mais être obèse, c'est aussi mauvais pour la santé. Donc à un moment donné, il faut peut-être commencer par perdre du poids. Et vu qu'on voit que les gens qui ont un IMC, enfin les femmes qui ont un IMC élevé sont plus tentées par la malbouffe, ben on va leur faire baisser l'IMC parce qu'elles sont peut-être moins tentées par la malbouffe et elles auront plus facilement des bons choix alimentaires. Donc c'est toujours pareil, les comportements et tout, s'autoriser tout ce qui existe. Et avant, comment on faisait je veux dire, il n'y avait pas de pâte à tartiner dans les arbres. Donc si on devait répondre à une émotion par la nutrition, on prenait bien ce qu'il y avait, quoi. Et s'il y avait rien d'autre qu'une antilope ou des bananes pas mûres, bah on se contentait de ça et puis on se remettait au travail. Ou alors on allait, je sais pas moi, jouer à la pétanque avec des cailloux. Je sais pas ce qu'on faisait, hein. J'étais pas là-bas pour voir, mais en tout cas il n'y avait pas possibilité de se faire livrer un burger de bison ou un truc comme ça avec Uber Eats. Donc c'est juste il y a pas mal d'hypocrisie hein, derrière ça. C'est toujours pareil. Mais moi je répète toujours, faut scinder le côté social de l'obésité, acceptation, valeur, toutes ces choses-là qui sont légitimes de combattre, de défendre,
enfin pas de combattre, mais de défendre plutôt. Et d'un autre côté, l'égalité au niveau de la santé, au niveau des choix alimentaires, au niveau des comportements, etc. Et on voit bien que quand on a mis le doigt dans l'engrenage des mauvais comportements alimentaires, en règle générale, on est assez vite absorbé. C'est un truc qui se nourrit seul, quoi. C'est-à-dire que si on n'enraye pas le mécanisme assez tôt, la nourriture saine ne nous comble plus émotionnellement. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de tamponner une émotion négative avec une pomme. Il va nous falloir un truc très sucré. Et d'ailleurs, si vous voulez vous remettre à apprécier les fruits, petite astuce, à redonner de la valeur à un aliment que, par exemple, moi je suis pas très fruit à la base, hein. C'est-à-dire que naturellement, instinctivement, je me sens pas attiré par les fruits ni par les gâteaux. D'ailleurs, je suis plus bec salé que bec sucré. Mais bon, les fruits c'est bon pour la santé quand même, en dose normale, on va dire. Et une bonne manière de les mettre à un rang assez élevé, presque comme des gâteaux, des choses comme ça, c'est de les prendre après l'effort. Alors attention, pas n'importe lesquels, pas les plus antioxydants, parce que pour ça je vous invite à voir mon cours sur les antioxydants sur le site, mais bon bref, par exemple une pomme, j'ai remarqué que son pouvoir satisfaisant au goût, émotionnellement parlant, c'était quand j'avais fait 2-3 heures de skate ou une grosse séance de muscu. Il y a un côté, et du coup son goût, il est multiplié par je sais pas combien, ce qui le fait se rapprocher d'un mets très sucré, type pâtisserie ou petit gâteau. Mais là, quelqu'un qui ne vit pas ça, il peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible. Surtout que moi, pendant longtemps, ça m'énervait les gens qui disaient non, quand j'ai faim, je mange un fruit, ça me plaît autant qu'un gâteau, j'ai envie de lui en décoller une en me disant t'es pas honnête. Et en fait, je pense comprendre ce qu'ils peuvent dire, mais ça se fait pas n'importe comment. Et si vous voulez vous donner de la valeur à des aliments comme ça, essayez de les placer à des moments où vous avez ultra faim, où il y a une ultra demande, en fait. Pas à des moments où pas durant de l'ennui. Parce que si vous avez envie, par exemple, de chocolat et que vous vous ennuyez et que vous mangez un fruit, ce qui risque de se passer, c'est que vous mangez le fruit et que 5 minutes après, par ennui, vous mangez le chocolat. Donc là, vous n'avez rien gagné. Donc l'idée, ce serait plutôt de faire remonter dans la hiérarchie des envies des aliments sains. Voilà. Bon, dernière petite réflexion que j'avais, là c'est pas un article, hein, c'est une réflexion que j'ai si vous cherchez, vous trouverez des références là-dessus. J'avais pas envie de faire le travail parce que c'est des croisements voilà. Aujourd'hui, on traverse une période, et je vois que d'ailleurs au Québec c'est le cas aussi, avec beaucoup de problèmes de santé mentale. Ce qui peut se comprendre, on est sorti d'une période de Covid, avec des restrictions d'accès en salle de sport et tout ça, ou des salles fermées, qui a entraîné pour pas mal de personnes de l'insécurité au niveau du boulot, de l'insécurité au niveau de plein de choses, de l'anxiété aussi au niveau de leur santé, hein. Il y a des gens qui ont eu peur du Covid, fondamentalement, ils ont eu peur de la maladie, hein, du Covid. Ensuite, on s'est tapé une guerre qui est toujours en cours une crise énergétique, une crise alimentaire, le coût de la vie, maintenant les retraites. Il y a tout un tas de choses comme ça qui ont mis la santé mentale des individus dans un mauvais mood, en fait. Ça peut se comprendre. C'est vrai que sur la route, alors moi je suis assez cool sur la route. Déjà je roule peu, je me sers assez peu de mon véhicule puisque j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Mais sur les routes, j'ai remarqué qu'il y a une tension qui me semble un peu plus épaisse qu'avant. Bref. Et en parallèle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les métiers physiques, donc les métiers liés à l'artisanat, manuels, sont en déclin. Alors pas en déclin de tarifs horaires, hein, parce qu'ils coûtent de plus en plus cher, ce qui est aussi un indicateur d'ailleurs. Mais ce qui montre bien que la jeunesse, les plus jeunes,
même si vous et nous, on fait aussi partie des jeunes aujourd'hui, des actifs, les plus jeunes, donc ceux qui sont en train de prendre des choix pour leur vie future, se dirigent plus facilement vers une école de marketing ou de commerce plutôt que vers un CAP carrosserie, maçonnerie ou peu importe. Donc là, je vais parler pour ces gens-là et pour les autres. Une des bonnes manières... Vous entendez souvent que on manque d'artisans à la télé, blablabla, comment on peut ramener des gens à l'artisanat et tout. Eh ben, appuyez-vous sur la santé mentale. Aujourd'hui, je pense que vous trouverez personne... Mais si vous faites un sondage la prochaine fois que vous êtes avec des amis, est-ce que vous êtes stressé de la situation actuelle? Est-ce que vous avez vécu un stress par rapport à la situation actuelle? Donc tout ce que j'ai cité. Je pense pas qu'il y ait une seule personne qui vous dise non, moi je suis tranquille. Donc tout le monde a vécu, voilà. Donc on pourrait s'appuyer sur, et ça fait partie de la santé mentale tout ça. On pourrait s'appuyer sur avec le levier de la santé mentale pour faire réadmettre inclure des gens dans les travails physiques. Pourquoi? Parce que le travail physique a un plus fort pouvoir d'équilibre sur la santé mentale. Pourquoi? Parce que déjà, travail physique, donc le corps travaille, santé mentale. La santé mentale est toujours plus saine, on va dire, quand le corps s'exerce. Donc par le biais de travail, par le travail physique ou par l'activité physique, peu importe. Deuxième chose, le travail manuel et le travail physique, c'est plus souvent en extérieur, donc exposé au soleil, donc à la vitamine D, etc. Donc on prend l'air, on prend de la vitamine D, et ça aussi, ça participe à une meilleure santé mentale. Donc un levier à utiliser, là, pour ceux qui font des campagnes de gouvernement, j'en sais rien, si vous voulez vraiment ramener des artisans travailler, utilisez l'axe de la santé mentale. Dire, si vous êtes déprimé, anxieux, etc., les études, en tout cas, ont montré que l'activité physique et les travaux physiques, on peut dire ça comme ça, le travail physique vous avez moins de risques. Donc ça peut être un bon levier, et ça peut surtout être, par exemple, si aujourd'hui vous êtes en remise en question. Il y a eu beaucoup de gens là d'ailleurs après le Covid qui ont remis un peu leur carrière en question, leur carrière professionnelle. Ce que je viens de dire là, ça vaut aussi pour des personnes comme ça. C'est-à-dire que la santé mentale est quand même liée. Le travail physique, vous savez, c'est pas un travail qui est pas un travail intelligent. Si vous pensez ça, eh bien, je vais vous démonter intégralement un moteur de voiture et vous allez me le remonter. Et vous allez voir si, par exemple, un mécanicien ne doit pas faire preuve d'intelligence. Si vous pensez ça, je vais vous demander de m'installer un cumulus et de me garantir que son installation est fiable dans le temps, etc. Si vous pensez qu'un travail physique, c'est pas un travail intelligent, je vous demanderai de réussir à me couper un arbre et à le faire tomber dans le bon sens pour pas qu'il écrase la maison auquel il est accolé. Bon, je donne des exemples comme ça, mais c'est vrai que dans notre tête, on a ça on a des biais comme ça. D'un côté, le travail physique, de l'autre côté, le travail intellectuel. Alors que moi, je scinde pas du tout les choses comme ça. Je les scinde en deux catégories, le travail physique et le travail sédentaire. C'est tout. Dernier point, et je vous laisse tranquille, donc les glucides résistants, l'arme secrète pour garder la forme. Donc j'ai fait un cours ce week-end sur les glucides résistants, donc tout un tas de glucides que vous devriez consommer au quotidien pour votre santé intestinale, mais également pour votre forme physique, mais également pour votre tour de taille. Donc pour tous ceux qui veulent conserver un tour de taille satisfaisant, sans couper les glucides, allez voir ce cours que j'ai produit. Vous allez avoir des listes d'aliments. C'est vraiment très complet, quoi. Vous allez être satisfait du travail et des données que vous allez obtenir. Donc, je vous laisse ici avec tous les liens en description pour accéder à tout ça. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la
nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.